Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité. Nous vous parlons régulièrement sur Radio J des œuvres spoliées aux familles juives pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai, 650 000 œuvres ont été pillées par les nazis. Et justement, un documentaire sur ce sujet était diffusé dimanche soir sur Arte, plus précisément sur le catalogue Göring, exhumé tout récemment en 2015 dans les archives diplomatiques françaises. Il s'agit de la liste de 1376 œuvres pillées, notamment des pièces volées en France à des juifs, dans des galeries, des collections privées ou encore acquises lors de ventes aux enchères. Toutes ces œuvres revenaient alors au numéro 2 du régime hitlérien, un certain Göring, qui avait l'ambition de transférer toute cette collection dans l'une de ses résidences en Allemagne. Christophe Dard, vous avez regardé ce documentaire réalisé par Laurence Thiriat. On va en parler, mais d'abord, peut-on revenir sur Göring? Qui est cet homme? Eh bien, il est issu d'un milieu bourgeois et cultivé. C'est bien différent de la plupart des nazis. Passionné d'aviation, il rêve de devenir un héros national pendant la Première Guerre mondiale. Il a en fait soif de gloire, de pouvoir, d'argent. Ça fait vraiment partie du personnage tout au long de sa vie, comme nous le verrons d'ailleurs justement avec les œuvres d'art. Göring fait partie du premier cercle d'Hitler. Il le rencontre dès 1922. Il participe au putsch manqué de la brasserie à Munich l'année suivante, ce qui vaudra une peine de prison à Hitler. Blessé lors de ce putsch manqué, Göring prend de la morphine, il en deviendra dépendant, ce qui explique sa rapide prise de poids. Entre 1930 et 1945, Göring est sans discontinuer ministre de l'aviation, commandant en chef de la Luftwaffe et président du Reichstag. C'est aussi lui qui signe en 1941 le document qui instaure la solution finale. Et Göring est l'un des rares proches d'Adolf Hitler à l'avoir suivi d'ailleurs de ses débuts en politique à la chute finale. Tout à fait, il a suivi tout le parcours avec des postes importants et puis il est finalement arrêté par les Américains le 9 mai 1945. Le lendemain de l'armistice, il sera jugé au procès de Nuremberg et condamné à mort par pendaison pour crime contre l'humanité. Mais le 15 octobre 1946, la veille où il doit être exécuté, eh bien on va le retrouver mort dans sa cellule. Il s'est suicidé. On retrouve une capsule de cyanure près de son corps. Mais donc Hermann Göring n'était pas que le fidèle second d'Hitler. C'est pour ça qu'on en parle ce matin. C'était aussi un amateur d'art. Et dès l'avènement en 1933 d'Hitler et puis dès le début de la Seconde Guerre mondiale, il va en effet mettre en place un système de pillage et de vol des collections et des œuvres d'art en Allemagne et dans les pays envahis et qui lui reviennent pour la plupart. Tout est minutieusement répertorié dans un catalogue. Alors ça ressemble à un registre d'épicier, mais en fait c'est beaucoup plus complexe que cela puisqu'on y trouve les noms des peintres, le titre de leurs œuvres, les prix, les noms des anciens propriétaires juifs et de ceux qui s'en sont emparés pour le compte de Göring. Parfois aussi il est mentionné qu'il s'agit de cadeaux d'Hitler à Göring ou inversement. Alors parlons justement dans le détail de ce catalogue Göring. Christophe, quels peintres et quelles œuvres trouve-t-on dedans? Alors des peintres de la Renaissance comme Botticelli ou moins connus comme Jacopo di Barbari. C'est d'ailleurs une œuvre de cet artiste qui est la première à figurer dans le catalogue Göring dès 1933. On trouve aussi des artistes italiens du 18e, Tiepolo, Guardi, des peintres français comme Degas et surtout des peintres allemands, symbole de l'art arien cher à l'idéologie nationale-socialiste, et également les peintres néerlandais et flamands des 16 et 17e siècles, les plus célèbres étant Rubens et Rembrandt, car Göring aime cette période et plus surprenant, on retrouve également des œuvres des artistes dits dégénérés. Ah oui, c'est assez étonnant car les artistes dits dégénérés sont honnis par le régime nazi qui juge leurs œuvres non conformes au canon de l'art allemand. C'est vrai, parmi eux, Monet, Picasso, Chagall, Matisse, la plupart des artistes impressionnistes et du XXe siècle, ceux aussi qui étaient antimilitaristes en Allemagne, mais comme c'est moins l'art, bien sûr, que l'argent qui intéresse Göring et les nazis, eh bien les œuvres des artistes dégénérés servent en quelque sorte de monnaie d'échange pour acquérir les œuvres considérées, elles, comme conformes aux règles de l'art allemand, selon les théoriciens du Troisième Reich. Alors, vous avez dit, Christophe, que dans le catalogue Göring figuraient les noms des anciens propriétaires de ces œuvres, des familles juives et leur provenance. Toute l'Europe est concernée, mais comment Göring s'y est pris? Eh bien, il crée un organisme placé sous sa protection et divisé en plusieurs sections avec les beaux-arts, les archives et les biens ecclésiastiques. Tout ce qui est très méthodique, des fonctionnaires, des historiens de l'art, jusqu'à 900 personnes vont travailler pour cet organisme dans toute l'Europe. Les fonctionnaires vont dans les galeries, font l'inventaire, ils posent des scellés. Alors Göring n'est pas le chef officiel, mais il a un droit de regard sur ce butin. Dans cette sinistre entreprise, il peut compter sur un conseiller de l'ombre, un certain Walter Hoffer, marchand d'art. Il apporte à Göring sa connaissance des réseaux de négociants. C'est lui qui rencontre les familles juives pour les convaincre de donner, offrir ou vendre leur collection. Mais la plupart des spoliations ont majoritairement lieu en France après l'invasion du pays en 1940 et à Paris plus précisément. Il faut rappeler que la capitale française est le plus grand marché
marché de l'art de l'époque. Exactement, sauf que Göring, évidemment, n'est pas le seul nazi à être intéressé par les nombreuses œuvres présentes dans les musées, les galeries, chez les particuliers. Hitler, évidemment, lui aussi veut sa part du gâteau, puisqu'il veut son grand musée, vous le savez, à Linz. Toutefois, avec son système mis en place dans toute l'Europe, un véritable toile d'araignée, eh bien, la moitié des 50 grandes galeries parisiennes sont spoliées et la plupart appartiennent à des familles juives. Les fonctionnaires à la solde de Göring frappent aussi les collectionneurs, notamment les Rothschild. Leur nom figure une centaine de fois dans le catalogue, mais c'est Hitler qui a le droit en premier de toucher au butin de la célèbre famille. Il s'empare ainsi de l'astronome de Vermeer, qui appartient à Édouard de Rothschild, et puis deuxième à se servir, eh bien, c'est Göring. À noter que ces spoliations, bien sûr, vont s'accélérer à partir de 1941-1942. Et oui, car est proclamé par le régime de Vichy la confiscation administrative des biens juifs. À cette époque, un administrateur judiciaire est nommé et des ventes publiques aux enchères liquident les biens spoliés. À Paris, une fois les œuvres et les collections volées, elles sont stockées au musée du jeu de paume. Oui, c'est là que des expositions d'œuvres spoliées aux familles juives vont être présentées à Göring, qui va s'y rendre une vingtaine de fois pour choisir des pièces qui enrichiront sa collection. En 1941, il écrit « Je possède peut-être la collection privée la plus importante d'Allemagne, sinon d'Europe », en toute modestie. Un peu prétentieux. Voilà, Bruno Lose, l'homme de Göring à Paris, qui a son bureau justement dans le jeu de paume, eh bien, lui repère les œuvres qui pourraient intéresser le Feldmaréchal du Reich. Heureusement, une femme qui travaille au jeu de paume va permettre de garder de précieuses traces de ce pillage. Il s'agit de Rose Valland, dont nous avons déjà parlé sur cette antenne, car sans elle, c'est vrai, beaucoup d'œuvres auraient sans doute disparu et les héritiers ne pourraient plus les récupérer. Elle a été conservatrice au jeu de paume. Elle a été placée là en fait par le directeur du musée du Louvre. C'est ce qu'on apprend dans le documentaire, car cette employée rigoureuse et modèle est en fait insoupçonnable, mais en fait elle rédige des fiches en cachette qu'elle remet en secret au directeur du Louvre. Elle évoque les fameuses visites de Göring au jeu de paume, les œuvres qui arrivent au musée, mais aussi les noms des collectionneurs spoliés et les lieux de stockage en Allemagne. Et parmi ces lieux, le château de Carinal, l'immense résidence où vit Göring. Oui, dans ce documentaire, on voit effectivement que c'est un immense pavillon de chasse qui a été transformé en musée, tout simplement. Il faut dire que Göring adore exhiber ses richesses, impressionner ses hôtes. Il accroche ses œuvres dans une galerie, la Galerie des Merveilles, 5 mètres de large et 17 de long. Tous les visiteurs d'importance, bien sûr, la visitent en compagnie du criminel de guerre. Il se prend en fait pour un mécène, un collectionneur éclairé et averti, un grand amateur d'art, vous savez, un peu comme un Médicis par exemple sous la Renaissance, alors que bien sûr il n'est qu'un voleur. Au total, les chiffres donnent le vertige, 29 convois vont partir de Paris pour l'Allemagne, 138 wagons avec plus de 4500 caisses qui comprennent des objets d'art. Tout cela va passer la frontière. En 1945, Göring est enfin arrêté, mais juste avant, il prend quand même soin de faire détruire le château de Carinal et de transférer toute sa collection d'œuvres spoliées dans des wagons de train de marchandises. Oui, exactement, mais que les Américains, évidemment, vont finir par découvrir, appuyés et conseillés par Hofer, et oui, le même qui travaillait pour Göring. Il a retourné sa veste et du coup, pour son aide aux Américains, il sera blanchi et il reprendra ses activités de négociation. C'est mieux dans ce sens-là. Donc il ne sera jamais effectivement inquiété. Et dans le même temps, ça c'est important, Rose Valland est à la tête de la commission de récupération artistique en Allemagne. Inutile de préciser que ses notes prises en toute discrétion au jeu de paume ont été très précieuses. On peut dire qu'elle tient là sa revanche. Et sur les 100 000 œuvres qui ont traversé la frontière, 60 000 reviendront en France quand même. Et c'est donc en partie grâce à Rose Valland. Et elle témoignera au procès de Nuremberg où Göring et d'autres dignitaires nazis seront jugés, et d'ailleurs sera abordée la question des œuvres d'art. Et c'est elle bien sûr aussi qui va tout faire, malheureusement en vain, pour que le catalogue Göring, dont elle a connaissance évidemment, soit transféré d'Allemagne en France. Ce n'est finalement qu'en 2015 qu'il sera enfin dévoilé. Merci Christophe Dard pour ce dossier passionnant sur ce documentaire que vous pouvez voir donc sur le site arte.tv jusqu'au 26 avril, le catalogue Göring. On parlait de Rose Valland justement, vous savez mon admiration pour les romans graphiques, et j'ai adoré cette BD justement consacrée à Rose Valland par Emmanuelle Pollack, historienne qui intervient justement dans le documentaire. Exactement, en charge des œuvres justement spoliées au musée du Louvre et qu'on aura le plaisir de recevoir, elle me l'a confirmé, d'ici quelques semaines, donc on a hâte en tout cas de la voir sur Radio J.